J'ai 4 enfants et je suis divorcée en 2000. En 2006, j'ai quitté le domicile familial et en 2009, j'ai eu mon divorce. J'ai vu celle avec mes 5 garçons. L'aîné, il a bientôt 23 ans. Le deuxième, bientôt 15 ans. Les 2 jumeaux, bientôt 14. Et le petit dernier, bientôt 8 ans. Je suis tout seul avec eux. J'ai vu tout seul avec eux. Et vous êtes seule avec vos enfants depuis Oui. quand, en fait? Ah, je peux dire depuis toujours. J'ai 2 enfants. La petite, je commence par la petite, elle a 13 ans. Et le grand a 17 ans. Garçon, fille. Et c'est pareil, je les ai depuis 6 ans. J'ai eu l'expérience 2 fois de mariage. J'ai été veuve à jeune âge avec 3 enfants. 2 filles et un garçon. Bon, la grande, elle avait 5 ans, 4 ans, et la petite, elle était dans mon ventre. J'ai 2 filles, une de 14 ans et une de 10 ans. Moi, je suis séparée du papa depuis 2015, enfin, un peu avant, mais on a fait une conciliation au tribunal en 2015. Et voilà, au début, ça a été dur et maintenant, c'est bien. J'ai une fille de 16 ans, bientôt 17. Moi, je vis tout seul avec elle depuis 7 ans, 6 ans, 7 ans. Sa maman est décédée en 2011. Donc voilà, tout seul avec elle et puis avec le deuil. J'ai 44 ans, j'ai 3 enfants. Alors, j'ai été mariée légitimement la première fois, j'avais 21 ans, on va dire, entre 21 et 22. Après, j'ai été divorcée en 2009. J'ai 2 enfants, j'ai une fille de bientôt 20 ans et un fils de bientôt 18 ans dans 3 semaines. Non, je n'ai pas vécu le deuil, c'est simplement par contre, c'est moins douloureux. Enfin, c'est très différent parce que je me suis simplement séparé. On s'est séparés avec la maman. J'ai 3 enfants, j'ai 2 filles et un garçon. Et mes enfants sont grandes. Et toute ma vie, je suis souffrée. Toute ma vie, j'ai travaillé. J'étais mes enfants qui restent toutes seules. Je ne vais pas le dire parce que j'avais de pleurer. Aujourd'hui, on est réunis pour la 2e fois sur le thème de la monoparentalité et toutes les difficultés qu'elles peuvent rencontrer les mamans qui vivent seules avec leurs enfants. Je suis psychothérapeute. J'interviens dans une structure en fait associative qui est sur Colombes, qui est un regroupement de psychologues, psychosociologues, psychothérapeutes. Les paroles qui ont été prises par ces femmes, les expériences, leur vécu, ça nous a semblé intéressant en fait de pouvoir s'en saisir, de pouvoir porter en fait ces paroles, et donc c'est comme ça en fait que vient l'idée du film. Moi, je vis avec mes 5 enfants à la maison. Je me débrouille le matin. Je viens dans le cours. Par exemple, le lundi, quand je viens ici, je viens dans le cours. Après, j'allais récupérer mon fils à l'école pour amener voir l'orthophoniste. J'entre à la maison, je lui donne à manger. Après, je redépose à l'école. Après, je vais travailler. Je rentre vers 19h. Puis quand je rentre à la maison, le grand, l'aîné, il a donné le bain à le petit, il donne à manger. Ouais. Moi, quand j'arrive, je fais d'autres choses, mais quand j'arrive le soir, je trouve les enfants ont déjà mangé. Ils sont grands, quand il y a des choses dans le frigidaire, ils se préparent tout seuls. S'il y en a, il est juste chauffé. On est organisé. On vit comme ça, bon, ça ne me dérange pas. Les familles monoparentales, ça isole vachement. Enfin, si on ne s'oblige pas à sortir, on est vite, on ne parle plus à personne, on a nos petits machins, et puis on est tellement fatigué le soir tu vois, on n'a pas envie de... Donc ça isole vachement. C'est ça, c'est le boulot que ça demande, ça isole. Je me permets un petit loisir aujourd'hui, c'est-à-dire que je fais pas le ménage, je suis pas en train de faire les courses, je suis pas en train de m'engueuler avec le chat et ma fille. Donc je peux faire un petit loisir là. Mais moi, les fins de week-end, je suis sur les rotules.
Et si on me demande, t'as travaillé un petit peu ton dossier? Je fais, non, excuse-moi, j'étais ailleurs, quoi. Toute la journée, on sait, on a ça, on a ça, on a ça, on a ça. Et quand on voit tous les enfants, ils sont là, ils sont dans leur lit, on les voit, on ferme la porte et tout. Après, et tu restes juste un petit peu toute seule. Et après, après, c'est là, les larmes, elles tombent tout seules. C'est tout ça, et il faut que demain encore je répète tout ça, et après demain il faut que je fais ça, il faut pas que j'oublie ça, il faut que l'autre il va là-bas, il faut pas qu'il oublie le rendez-vous chez le médecin, il faut qu'il aille au sport, il faut que je prépare le sac de sport. Moi les grands ils me l'ont dit. Ils m'ont dit, maman, pourquoi tu restes pas, tu restes au moins une fois toute la journée à rien faire et tu penses à rien. Je dis, je sais pas qu'est-ce que je vais faire alors, mais si vous n'êtes pas là et tout, il faut que je sais pas, il faut que j'enlève le cerveau de ma tête. Faut pas rester seul, la bataille elle doit être jamais seule. J'ai eu la chance moi d'avoir du soutien familial parce qu'on est une famille nombreuse, donc tout de suite je me suis rendu compte que je n'étais pas seul. Mais quand bien même aujourd'hui, voilà, tout de suite aussi je me suis dit il faut quelqu'un d'extérieur parce que tu vis la situation et t'es passionné, tu vas vite si tu fais pas appel à quelqu'un, tu vas vite la subir et tu pourras pas la surmonter. Quand on est tout seul, on a des rendez-vous pour l'école, on a des rendez-vous pour le boulot, on a des rendez-vous pour se soigner. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vous le diront monoparentales. Moi, j'ai du mal à me soigner parce que j'ai pas le temps. J'ai plus de temps, quoi. Ouais, mon souci, ça a été toujours, est-ce que je suis défaillant? Est-ce que je peux être défaillant? Et donc, de pas être parfait, quoi. Alors, quand on est en couple, on peut se dire, bon, moi, je suis pas un super père, mais ils ont une super mère. En revanche, quand t'es tout seul, non, là, tu fais le père et la mère. Ça, c'est horrible. Parce que moi, ma fille, il faut qu'elle aille à l'école, il faut qu'elle mange, il faut que je l'habille. Elle a besoin d'être aidée aussi scolairement parce que je suis tout seul, donc je peux pas tout faire et je suis quand même pas une grande vedette des universités parisiennes. Moi aussi, plusieurs fois, ça m'est arrivé de penser pour des suicides. J'ai posé même des médicaments, tout. J'ai dit, moi, je laisse mes enfants pour qu'ils souffrent pas. Mais quand je vois mes enfants et tout, j'ai dit, non, il faut pas que je fasse ça et je laisse mes enfants devant lui. La monoparentalité, on l'a définie à travers la situation d'isolement du parent qui est isolé face à l'éducation des enfants. En fait, ça va être la prise en charge financière, mais aussi éducative et affective d'un ou plusieurs enfants par un seul parent va pour nous constituer la situation de monoparentalité. La première chose qui me vient spontanément, c'est que c'est à l'endroit des femmes, c'est-à-dire que c'est assez rare ce qui nous arrive en tant que papa. Mais du coup, je comprends, parce que c'est évidemment bien plus socialement effectué par les femmes. Enfin, c'est souvent les femmes qui se retrouvent avec la garde de leurs enfants, ou maintenant bien des gardes alternées. Mais enfin, je comprends ce que les femmes ont vécu pendant tant de décennies. Non pas que je sois devenu hyper féministe, mais voilà, ça m'a rendu un homme socialement plus nuancé sur ce que les femmes ont vécu. Voilà, waouh. La charge mentale. La charge mentale, la charge affective, émotionnelle et puis pratique, matérielle, que moi j'ai vécu. J'ai pas les moyens d'avoir une femme de ménage. Donc les machines, et range ta chambre, et puis tous les papiers, les activités extrascolaires, enfin tout ce qui est lié. Et waouh. Enfin moi, le nombre de gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu leur refiles pas la grand-mère et puis que tu vas pas te vivre ta vie parce que t'es un homme, t'es pas fait pour ça. Enfin. Vraiment, quoi. Une femme qui élève seule ses enfants, on va aussi lui reprocher de pas forcément être une bonne mère, de manquer d'autorité qui serait naturellement du côté des pères. Si t'es pas gentil, ton papa ce soir, il va t'en mettre une. Et le papa, il rentre, va communiquer avec les enfants. Quand on leur a dit que dès que tu vas arriver, c'est toi qui vas leur mettre des baffes. Et l'éducation était un peu comme ça avant. Aujourd'hui, ça a changé. Il en reste encore. Oui. Alors nous, on est au milieu de tout ce machin-là, à essayer de dire, mais non, on peut faire des efforts. Donc les injonctions, elles vont marcher. Le machisme, en fait, il va enfermer à la fois les hommes et les femmes. Si j'avais un homme, je séparais avec cet homme, je ne peux pas lui donner mes enfants. Ça, non. Ça, non, je ne peux pas. C'est moi qui garde mes enfants. Au jour le jour. Oui, c'est moi. Vous pouvez les prendre, passer les vacances, passer les week-ends, être comme ça, mais c'est moi qui
fallait garder mes enfants. Je ne peux pas le donner à personne. Lorsque je suis venue en France, j'étais emprisonnée. Il m'a emprisonnée dans il était contre que je termine de faire l'équivalence pour être médecin, que je fais des formations ici en France. Donc, moi, je croyais au début que c'était par amour ou par jalousie, mais c'était que la maîtrise. Donc, j'ai vécu ça pendant 3 ans. Lorsque j'ai commencé à fréquenter ces associations, ils m'ont montré le chemin, comme quoi il faut sortir. Bon, je parle de 2 associations, c'est DFF et ADAVIP. J'ai même fréquenté des psychologues à ADAVIP qui m'ont fait sortir de cette situation. Donc, j'ai demandé le divorce carrément. Le monsieur n'était pas d'accord. Et jusqu'à là, on est en instance de divorce. Le monsieur n'est toujours pas d'accord. Ça touche une femme sur 10 en France, les violences au sein du couple. Et du coup, dans la monoparentalité, évidemment qu'une des causes majeures, ça va être les violences. Donc toute forme de violence, que ce soit les violences psychologiques, les violences physiques, les violences sexuelles au sein du couple, les violences administratives et les violences économiques. Quand tu es dans cette situation, tu vas dire « Ah non, ça touche peut-être que moi, ça ne touche pas les autres. » Et comme on n'ose pas de parler, vous êtes voilà, isolé. Voilà, tu dis, c'est honte de parler. Et c'est honte de dire. Même des fois, il y a des choses, on ne le dit pas pour la famille. On dit oui, il est pas gentil avec moi et tout, mais tu n'oses pas dire plus de ça. Je ne veux pas rester avec lui, c'est tout. Pourquoi? Ouais, il est méchant et tout, c'est tout. Mais tu n'oses pas dire que te tape et te viole et tout ça. Voilà, tu vas dire comment je vais déjà leur dire ça. Et surtout, il ne faut pas qu'elle se sente coupable, parce que l'homme violent, il fait tout pour la rendre coupable. Donc au début, ça prend beaucoup de temps pour qu'elle ait cette prise de conscience de dire « Ah non, le problème ne vient pas de moi, c'est lui le violent, c'est pas moi. » Et ça prend généralement du temps. C'est pour ça que nous, on a ouvert une consultation psychologique pour qu'elle puisse trouver un espace dédié où elle va pouvoir travailler justement cette reconstruction. Et puis après, la question des droits, et ça passe aussi par la justice, par des décisions de justice, c'est aussi primordial. Quand on a connaissance de ses droits, c'est plus facile de prendre une décision éclairée. Et puis, je le disais, le réseau amical, professionnel, c'est important. Dans la stratégie de l'agresseur, il y a aussi le fait d'isoler sa victime. Donc, d'avoir des gens qui lui disent « on est là, on t'accompagne, on attend que tu prennes ta décision, mais on ne te juge pas et on sera toujours là pour toi », c'est aussi un discours fondamental. Je suis partie pour porter plainte au commissariat de Suresnes. C'était parce que c'était un viol pour moi. Et je suis partie voir le policier et tout. Et j'étais même la nuit, tout dehors dans le couloir et tout. Quand j'ai dit pour le policier, voilà ce qui s'est passé exactement. Et il est sorti, il m'a dit, ah non, on fait pas, tu peux pas faire une plainte. Il faut que tu fasses une main courante. Et même la main courante, il m'a dit, mais il n'y a pas de viol entre la femme et le mari. Et ça m'a fait tellement mal. Après, j'ai pas fait ni la main courante, ni rien du tout. Je suis sortie et j'étais commencé à tourner dans la rue et tout. Et à la fin, j'étais obligée de rentrer parce que j'avais laissé ma petite toute seule. Les femmes sont moins que rien quand elles vont déposer une plainte ou une main courante. Voilà. J'en ai vu des cas comme ça, plusieurs. Moi, quand j'ai subi les violences physiques, j'ai déposé plainte plusieurs fois et main courante contre mon mari. Mais ce que je vois ici, c'est qu'il n'y avait pas de suite sur mes plaintes, malgré qu'il y avait des preuves, des témoins, des attestations des médecins. Mais ce qui m'a fait mal au cœur, c'est qu'il n'y avait pas de suite pour mes plaintes. En fait, on dit non, moi, j'ai pas envie de déposer plainte parce que voilà quoi. Mais à l'intérieur de nous, en fait, on se rend compte, c'est par rapport à la peur. On a peur de demain, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce que cette personne-là, parce qu'on n'est pas protégé. Oui. Moi, je dis la femme seule, elle n'est pas du tout, ni elle est aidée.
à tous les niveaux, hein, je dis niveau psychologique et niveau, à tous les niveaux quoi, de la vie. C'est indispensable que les policiers soient formés parce qu'ils sont un des leviers indispensables dans le parcours d'une femme victime de violence. Pour ouvrir les droits, la plainte, c'est le premier pas pour avoir des décisions de justice, pour avoir des mesures de protection. Mais ce ne sont pas les seuls. Il faut que l'ensemble des professionnels qui vont intervenir dans le parcours d'une femme victime de violence puissent aussi être formés au repérage, à la compréhension des mécanismes en jeu. Parce que des fois, c'est compliqué de se dire mais pourquoi elle repart, pourquoi elle reste avec un compagnon violent, c'est peut-être qu'elle le cherche, peut-être qu'elle aime bien cette situation. Donc il faut une formation pour vraiment qu'on comprenne tout ce qui se joue dans ces situations très spécifiques. Mère, c'est acquis. Père, parents, ça se prouve, il faut prouver. Au JAF, je suis rentré, la greffière, la juge, j'étais assez agressé verbalement. Donc la juge comprenait pas, elle me dit mais comment ça se fait que c'est vous qui avez la garde, etc. Et pourquoi les enfants ne veulent pas voir leur mère ou pourquoi est-ce que les enfants voient leur mère? Je dis oui, mais enfin ils ont des activités, ils sont un peu comme des enfants de 11 et 13 ans. Mon fils fait du basket, ma fille, donc ils voient leur maman, ils sont plutôt attirés par leurs copains et leurs copines, ce qui me paraissait normal. Oui, mais il faut qu'ils voient leur maman, etc. Et elle m'agresse un peu au bout d'un moment sur le mode sur la fixation de la pension et pourquoi vous demandez une pension alimentaire. Et là, bon, bah, bref. Jusqu'à ce que je lui dise à un moment, vous savez quoi, madame le juge, faites témoigner les enfants. Et là, il a commencé à y avoir un changement. Pour rebondir sur ce que tu racontes, moi, on m'a appelé madame pendant jusque l'éducation nationale, le dossier, je m'appelais madame Le Bourli-Guyane, qui élève seule sa fille. Et pourtant, ils étaient vraiment au courant. J'ai dû appeler, je sais pas, 3-4 années de suite. Là, ça y est. Il me semble, il y a peut-être encore des papiers où je m'appelle madame, mais en moyenne, je m'appelle monsieur maintenant. Mais juste ça. Une fois le jugement transmis à la CAF, il continue à verser les allocations familiales à la mère, alors que nous ne sommes même pas mariés. C'est pour vous dire à quel point il a fallu que je me rende plein de fois en disant « Attendez, je suis le père, j'ai la garde des enfants, voici le jugement. » Enfin, vous l'avez, le jugement, vous continuez à verser à la mère. Il a fallu que je me rende 4 fois à la CAF pour qu'enfin les allocations familiales me soient versées. J'ai été éduqué avec un papa, une maman, on était 6 enfants, et tout d'un coup, moi, je me disais, je vais pas réussir à reproduire un idéal, parce que c'est malgré tout ça un idéal de se dire, ouais, super, il y a une femme, c'est leur mère, et voilà. Donc il y avait une espèce de, tu vois, et là, c'est l'échec. Je pense que c'est tellement pas commun que... Enfin, moi, j'ai pas eu beaucoup d'aide sociale. Parce que on en revient un peu au fait qu'on n'a pas le droit de pleurer. On peut peut-être je peux comprendre que s'il y a 10 femmes devant moi qui ont des difficultés et que j'ai les mêmes, je peux peut-être m'en sortir plus facilement parce que je suis un mec, je veux bien croire. Donc déjà, c'est pas facile pour une maman ou un papa quand on se retrouve séparés, etc. Il faut gérer toute la psychologie. Enfin, il y a les choses matérielles, mais aussi la psychologie des enfants. Faire attention parce que ça les atteint, ça les touche. Mais si en plus on se sent illégitime, on devient fébrile. Donc nous, les mecs, si en plus les institutions nous mettent en doute, c'est difficile, ça devient encore plus compliqué. Si on est vraiment dans une société de respect où les parents, ça peut être 2 hommes, comme ça peut être 2 femmes, etc. Il faut qu'ils comprennent que oui, des pères tout seuls peuvent élever leurs enfants. Il est quand même fréquent que la mère, chez qui la résidence des enfants va être fixée, ne puisse pas conserver son ancien logement à la suite de cette séparation. Alors les raisons, elles sont diverses et variées. Ça peut être que la mère ne dispose pas des moyens suffisants pour rester dans l'appartement qui était celui du couple. Ça peut être parce qu'il y a eu des violences et qu'elle souhaite se protéger, elle souhaite déménager, elle souhaite ne pas être avec ses enfants dans ce lieu qui lui rappelle les violences. Peut-être même qu'il faut qu'elle soit mise à l'abri et que monsieur n'ait pas accès à sa nouvelle adresse. Et ça peut être parce qu'elle n'a pas de droit pour X raisons, je ne vais pas rentrer dans le détail. J'étais en expulsion de ma maison pendant 2 ans et j'arrivais pas à trouver une solution. Ni un autre logement, ni par la mairie, ni par le privé. Et moi, j'avais décidé quand même, allez, je me suis dit, j'arrête le privé parce que à chaque fois, ça coûte super cher le loyer. Alors, je vais m'adresser à la mairie pour une fois dans ma vie.
Alors, sur 2 ans, je pesais 48 kilos. Hein. J'étais, ça y est, c'est au bout du gouffre. J'en pouvais plus. Je me suis adressée à la mairie. J'ai eu un rendez-vous par le maire. Et monsieur le maire, il me dit, madame, vous travaillez. Moi, j'étais en intérim. C'est que je suis dans la restauration, j'étais en intérim, mais j'avais des fiches de paye quand même assez importantes. Et non, ramenez-moi un CDI, et comme ça, je vous donne le logement. Et l'assistante sociale, je lui dis, voilà, moi, je travaille et tout, maintenant je fais le trajet, c'est très loin pour moi et pour mes enfants. Je les amène de La Courneuve jusqu'ici. Et elle m'a dit, pourquoi vous restez pas à La Courneuve? Je dis, je peux pas parce que c'est pas ma maison. C'est la maison de ma sœur. Elle m'a dit, pour le logement, je peux rien faire, mais j'ai des bons alimentaires. Je dis, moi, je suis pas venue pour les bons. Moi, je travaille, là, regardez, j'ai mes fiches de paye et tout, je travaille. Moi, ce que je veux un toit pour moi et mes enfants. Les assistantes sociales ont les mains liées. Elles n'ont pas de logement à attribuer ou quoi que ce soit, à part placer la famille et la personne. Et quand elle a des enfants, la placer dans des foyers d'urgence, comme le foyer Tristan à Montrouge. Mais c'est pour 1 semaine, voire 15 jours, pas plus. Là, on va voir comment la monoparentalité va avoir aussi des impacts sur l'emploi, sur les déficits en mode de garde, sur les discriminations qu'elles vont subir sur le travail, sur le fait que peut-être que quand on élève seul des enfants, on va avoir un trou dans sa carrière, on va se mettre à temps partiel pour pouvoir justement essayer d'articuler à la fois sa vie professionnelle et sa vie personnelle, et que du coup, on va perdre en salaire et qu'on va perdre en retraite par la suite, et du coup, on va potentiellement être plus touché par la précarité. La vie aujourd'hui, elle est dure, quoi. Elle est super. Je dis pas qu'elle n'était pas plus dure avant pour les femmes, mais pour les femmes ou pour les hommes aujourd'hui, c'est compliqué, quoi. Tout le monde le sait, hein, c'est de plus en plus difficile, on gagne de moins en moins. Alors pour quelqu'un qui est seul, pas pour moi, pour une femme, pour un homme, c'est la même chose. Si on n'a pas les moyens, on rame. Mais vraiment. Moi, j'ai la chance de m'en sortir, je me débrouille. Je suis pas encore tombé dans le marché noir, mais je sais pas si je vais pas. Je rigole, mais j'arrive à m'en sortir, mais c'est comme ça tout le temps, quoi. Tout le temps. Tu sais jamais. Ta fille peut partir en vacances comme ses copines. Ça fait 24 ans que je suis dans la restauration, mais j'ai pas d'emploi du temps. C'est des fois, quand je faisais de l'intérim, moi je rentre, mes enfants, ils sortent. Ou c'est le contraire. Où il fallait y aller chercher chez la petite à la nourrice, c'est sa sœur, ou la grande, elle a fait pendant des mois et des années à ramener son frère chez la nourrice à 7h du matin, la pauvre, pour qu'elle puisse y aller au collège en 6e, s'il te plaît. Alors, responsabiliser des enfants, déjà à la base, qui t'aident, qu'ils ont rien à voir. Eux, ils n'ont pas demandé à venir au monde. Hein. Les difficultés rencontrées, matérielles, elles ont été flippantes parfois. Vous dormez pas la nuit, vous savez pas comment vous allez faire. Pour mon cas, j'ai pas malheureusement une famille très présente. Enfin, mon père est décédé, ma mère vit à Nice, elle a pas beaucoup de moyens, donc j'ai pas de famille. Donc il a fallu que je me démerde tout seul. Ça vous met une pression. Parce que quand vous êtes à moins, quand vous êtes à découvert sur le compte, vous pouvez pas dire ce qui est normalement ce qui peut se faire. Hein. Normalement, on peut téléphoner et dire papa, tu peux pas me filer 1000 balles parce que là je suis pas bien, ou 500 balles, ou voilà, ce qui normalement se fait de génération en génération. Là non, donc on serre les fesses et on passe des moments douloureux. Faut même plus que j'envisage d'avoir une carrière professionnelle. Je peux pas. De quel point de vue ? De point de vue épanouissement, temps, prise d'énergie pour un travail. L'État, elle ne m'a pas aidée. Plusieurs fois, j'étais même encore à Suresnes. Je suis partie chez une assistante du quartier. Ouais. Je lui racontais qu'est-ce qui se passe à la maison et tout. Mais, qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Elle m'a dit oui, toi et le petit, on peut te prendre, on te met dans un foyer à Suresnes. Ouais. Mais les trois, il faut qu'on mette un là-bas. Ah, j'ai dit stop. Ça y est, c'est bon, je veux rien.
Merci beaucoup, je veux rien. J'ai pris mes enfants et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retourné à la maison. On a fait une conciliation avec le papa. Il n'était pas solvable et c'est la CAF qui m'a donné le soutien familial. Bon, après, au niveau des allocations de logement, j'ai jamais trop touché beaucoup parce que je travaille. Je suis fonctionnaire. Voilà, mais pendant un moment, j'ai été à 80% parce que j'avais personne pour me garder les filles le matin. Puisque je commence très tôt, il fallait payer quelqu'un. Ça a été quand même assez dur. Maman m'a aidée. Et on m'aide toujours. Moi, c'était une assistante sociale. C'était une Algérienne comme moi. La première fois que je suis partie chez elle, elle m'a dit « Madame, vous êtes médecin en Algérie, pourquoi pas retourner chez vous ?» Je lui dis « C'est pas à vous de me décider de quoi faire. C'est ma vie, là. Je suis pas venue pour me dire des choses comme ça. » Depuis, je fréquente pas les assistantes sociales. Je préfère les associations ou me débrouiller toute seule. Et ça vous a blessé? Je suis en sortie en train de pleurer. Je suis restée sur un banc et j'ai pleuré. Pendant un quart d'heure, ça m'a fait vraiment trop mal. Je vous assure. Vous savez, des fois, il y a des assistantes sociales où je suis rentrée, moi, chez eux, qui étaient hyper gentils, qui pouvaient rien faire pour moi, d'ailleurs, même pour le logement, parce que je sais, elle peut rien faire. Mais juste l'instant là que je suis rentrée chez elle et j'ai pu discuter un petit peu, je sors de là-bas quand même un petit peu, à moins soulagée, quoi. Je veux dire, je sais que mes problèmes, ils sont pas réglés, hein. À aucun moment, ils sont réglés. Mais voilà, ça peut me pousser à y aller frapper à des autres portes. Voilà, c'est ça que je leur dis. Maintenant, je demande vraiment à l'État en général de faire ça à l'écoute de la femme seule. La CAF peut se substituer dans certains cas aux pères qui ne payent pas la pension alimentaire. Il y a un organisme étatique qui s'appelle l'ARIPA qui peut verser à la femme la pension alimentaire et c'est lui, cet organisme, qui va aller récupérer l'argent dû auprès du créancier. J'ai rencontré mon assistante sociale, qui était responsable de mon district, qui m'a bien aidé sur ce que je pouvais faire, etc. Il y a des centres d'action sociale. Ils m'ont même donné des sous quand j'en avais besoin. Tu fais une espèce de demande ponctuelle, on peut te donner... m'est arrivé d'avoir 150 ou 200 euros de plus pour... parce que je ne m'en sortais pas, donc... Il faut vraiment être dans la misère pour d'une famille monoparentale pour avoir une aide quelconque, vraiment, quoi. Alors là, je dis même pas pour moi, je le dis pour les autres, quoi, parce que c'est horrible. Tout a baissé, les plafonds ont baissé. Moi, j'étais avec un truc de la ville là où j'avais une aide qui vraiment qui m'aidait pas mal. Et je me suis rendu de ce coup, j'ai plus rien vu, donc je suis allé discuter avec la personne. Et la personne au guichet était à moins de 4 mois, c'est-à-dire qu'elle était aussi en famille monoparentale. Et elle me disait pour moi c'est pareil. Donc oui, il faudrait que l'État mette des moyens supplémentaires. Et puis on est face à un double problème, c'est qu'on a aussi moins de services publics. On parlait de la formation des policiers, c'est indispensable qu'ils soient formés, mais c'est indispensable qu'ils soient en nombre suffisant dans les commissariats. C'est pareil pour les travailleurs sociaux. C'est pareil pour les personnels de l'aide sociale à l'enfance. On fait des signalements, on a des enfants en danger, des enfants qui sont victimes de maltraitance, qui sont victimes de violences sexuelles. Il n'y a pas assez de personnel pour enquêter et pour protéger ces enfants. Que ce soit la CAF, on avait avant des interlocuteurs, les gens ils pouvaient discuter avec un professionnel, un travailleur social. Tous les bureaux pratiquement ont fermé, toutes les démarches sont dématérialisées. Et donc pour une population qui est analphabète ou pas du tout à l'aise avec le numérique, on creuse les inégalités encore plus. Est-ce que le fait d'être seul avec vos enfants, est-ce que ça vous a amené à faire les choses différemment ou à faire plus de choses? Je dis, comme c'est moi qui ai élevé mes enfants tout seul, je veux que mes enfants soient droits. Oui. Pour demain, pour les gens dire, c'est pour eux-mêmes témoigner, c'est ma maman qui m'a élevé. Moi, je veux bien ça. C'est ça que je lui dis tout le temps. Ça vous a donné plus de responsabilités? Oui, plus de responsabilités. Parce que moi, je dis, je vais être fière de vous demain. Parce que comme une mère qui vous a élevé tout seul, je vais être fière. Comme quoi, mes enfants, ils sont bien. Ah ouais, c'est pour ça, même vous voyez mes enfants à l'école, on m'a jamais convoqué pour mes enfants qui sont à l'école. Jamais. Parce qu'ils ne respectent pas les profs, ils ne font pas des bêtises à l'école. Et tout le temps, ils m'ont toujours dit, quand je vais dans une réunion, un truc, ils m'ont félicité, à dire, vos enfants,
Ils sont bien. La grande a le bac plus 5, le garçon a le bac plus 2, la petite a le bac plus 5. Et puis il a l'expérience, hein. Ils ont travaillé, ils ont connu beaucoup de choses. Hein. Voilà, c'est grâce à vous aussi. Voilà, oui, c'est ce qu'il dit. Hein. Des fois, j'ai prêté l'argent et j'ai fait mes enfants privés. Les cours comme maman de vacances, par exemple, je fais toujours mes enfants 15 jours pour aller à l'école et j'ai prêté l'argent. J'ai un homme que je le connais, il s'appelle Jacques, il était très gentil comme tout. Elle a dit, il faut faire tes enfants à l'école parce que toi, tu ne sais pas lire, parce que je ne sais pas lire. Alors, je l'ai fait mes enfants et c'est elle qui me prête l'argent. Après, je travaille, je fais des économies et je bourse l'argent à la dame. Parce qu'un enfant qui est avec ses parents, les deux parents, il est pas mal vu. Mais un enfant qui vit avec sa mère tout seul, ils vont dire, ah oui, c'est un cas... Même les profs et les directeurs, ils vont le voir autrement. Ils vont pas le voir comme un enfant normal. Ce que Kyria a dit, je suis en train de le vivre avec l'école. Parce que je suis convoquée tous les 15 jours par rapport à la dernière, au niveau caractère. Et puis bon, dès qu'il y a quelque chose, c'est toujours Nina, c'est toujours elle. Oui, parce que je suis une femme seule. On me l'a dit. On vous l'a dit? Oui. Oui. À l'école, au collège. Vous êtes seule, il faut faire ça, il faut faire ci. Mais je suis allée dans leur sens. Hein. Je suis allée voir une éducatrice spécialisée, enfin pas moi, hein, la petite. Hein. On m'a dit de faire la réussite éducative pour voir une psychologue et tout ça. Et puis en fin de compte, non, ça lui fait du bien. Hein. Je ne dis pas le contraire. Hein. Elle a énormément changé, mais... c'était peut-être pas ça qu'il fallait, c'était la séparation qu'il fallait. Voilà. Mais nous, les mamans monoparentales, on a toujours une conscience qu'on ne donne pas tout à nos enfants. On a toujours ce manque, il manque de quelque chose. Voilà, le garçon, il manque de quelque chose. La vie, par exemple, moi, je dis toujours, mon garçon, il n'y a pas de papa, donc ça me fait de la peine pour lui parce que je vois, c'est à cet âge qu'il a besoin de son père. Les filles, toujours, ils ont besoin de quelque chose. Pourtant, je donne tout, mais toujours, on a... il y a toujours un manque. Nos enfants, ils n'ont pas tout. Que ma fille, elle avait redoublé et Mohsin, il avait redoublé. Quand lui, je l'ai trouvé, il est venu, il m'a dit, maman... j'ai redoublé. Et lui, il était content. Lui, il faisait exprès de m'annoncer les choses... Mauvaises nouvelles. Soit le prof, il va te convoquer demain, soit le CPE qui va te convoquer demain. Tout le temps, c'était ça. Et quand ma fille, je l'avais vue, parce que ma fille, elle travaillait vraiment. Elle a raté, je sais pas, voilà, c'est sa première année de médecine. Elle était à fond. Et lui, il est venu, il m'a dit, maman, j'ai redoublé. J'ai dit, c'est là, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il va dire leur père? Il va dire, voilà, vous êtes parti avec votre maman, regardez, là, vous êtes pas bien. Déjà, de passer d'une petite fille de 9 ans à une grande nana de 17, j'ai pas vu, il a fallu que je gère tellement tout ça. Et puis, comme tu dis, quoi, la sexualité, les règles, tout ça, qu'est-ce que j'y connais? Démerde-toi. Enfin, qu'est-ce que j'y connais? Si, c'est bon, j'ai passé mes 68, mais il y a quand même des renseignements que j'avais pas. Autant ils peuvent être emmerdants, autant quand ils sentent que ça va pas, ils sont là, quoi. Ouais, c'est une vraie famille, quoi. Ouais. C'est là qu'on sent que la famille existe, je trouve. Enfin, moi, j'ai vraiment vécu ça. Tu sens l'amour. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais, après, c'est facile quand on est le seul référent, on se prend tout l'amour. C'est évidemment pas possible quand les enfants étaient trop petits d'amener qui que ce soit à la maison. À 15 et 16, j'ai commencé à avoir une relation qui est venue petit à petit à la maison, puis on n'est pas parti en vacances, enfin pas dormir à la maison, qui est venu à la maison faire connaissance des enfants, voilà. On est parti en vacances, j'ai dit voilà, j'ai fait connaissance de quelqu'un, c'était rigolo. Alors Lola, elle expliquait à Jules, ah bon, on a une belle-mère? Mais non, on n'a pas une belle-mère, c'est juste que papa, il voit quelqu'un. Ah bon, mais c'est pas notre belle-mère? Bah non, c'est sa copine. Donc c'est sympa. Et donc ils ont fait connaissance de la copine et avec leur aval, donc c'est un échange, tu vois. Mais ils sont très compréhensifs les enfants. Donc on est parti en vacances avec. J'ai vu qu'il l'appréciait bien, donc elle est venue dormir un petit peu à la maison. Et j'ai commencé aussi moi à
partir. Ils aimaient bien que, tu vois, vers 13-15, j'ai compris qu'ils voulaient parfois être seuls, tu sais, le soir entre eux, comme tu as dit. Donc, je l'ai fait. Je suis allé dormir chez elle. Je téléphonais. Hein. Non, moi j'ai dit non. Je me suis dit, si tu veux que tes enfants aillent bien, il faut que toi t'ailles bien. Donc tu assumes tout et tu leur dis tout. Mais sur le coup, j'avoue aussi que ça me rassurait de me dire que quand on était à table, j'étais pas tout seul devant mes enfants. Donc c'était aussi une manière pour moi de dire, non, il y a l'image d'un papa quand même et d'une maman ou d'une belle-mère, ce que tu veux, et puis après avec les enfants. Donc j'étais pas tout seul face à eux. Non, moi j'ai pas eu d'histoire. Enfin, j'ai quelques histoires, mais pareil, déjà ça me semblait compliqué. Genre, ramener quelqu'un à la maison. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que dans les familles qui se séparent, quand il n'y a pas de garde vraiment partagée, celui qui a la garde complète refait rarement sa vie. C'est celui qui n'a pas la garde complète qui l'a fait, donc en général le mec. Et quand c'est la femme qui le fait. Et celui qui a la garde complète, c'est très difficile parce que ça demande... On passe son temps à cavaler, il faut faire les courses, il faut faire manger, il faut faire les devoirs, il faut faire les... Mon bonheur, c'est mes enfants. Ma journée, elle est occupée avec mes enfants, leur devoir à la rentrée. Donc, je suis fière comme ça de donner à mes enfants. Voilà. Mais je garde toujours l'espoir et je dis toujours qu'il n'y a pas que des mauvais hommes, il y a toujours des bons. Voilà. Mes enfants, je ne sais pas, ils sont égoïstes, mes enfants. Ils ne voulaient pas que j'ai amené un homme à la maison. C'est tout l'aîné. Et le deuxième, il a dit non, pas de question d'un homme à la maison. Je n'ai pas dit si un jour je suis tout seul, je n'ai pas d'enfant à la maison. Si j'ai trouvé une personne, je ne vis pas avec lui. Mais pour l'instant, je préfère rester avec mes enfants. Comme ils commencent à grandir, l'aîné, il a déjà 23 ans, le deuxième, il a 15 ans, les jumeaux vont avoir 14 ans. Ça va marcher. Quand ils sont grands, ils sont partis chez eux. Oui. Quand on est sorti de chez son père et tout, elle m'a dit, maman, je ne sais pas pourquoi tu es restée tout le temps avec mon père. Là, tu vas divorcer, mais tu ne te maries pas. Elle m'a dit comme ça, elle m'a dit, maman, on reste avec toi, mais tu ne te maries pas. Je crois que la vie de femme, pour l'instant, je ne la cherche pas encore, hein, parce que bon, c'est pas très vieux. Enfin, c'est pas très vieux aussi quand même, ça fait plus de 2 ans et demi. Mais je me consacre encore à mes filles. Et j'ai pas besoin pour l'instant de... Voilà. J'ai trouvé mon équilibre pour l'instant à ce niveau-là avec mes amis, parce que certaines sont devenues des amies. Mes filles aussi sont plus... elles sont plus stables. Et voilà, pour l'instant, voilà, c'est pas une priorité. Et je suis bien comme ça. C'est vrai de se consacrer uniquement à ses enfants. C'est beau, c'est formidable. C'est en quelque sorte, c'est un grand sacrifice de mettre sa vie de femme entre parenthèses et vivre que sa vie de mère. Mais quand les enfants grandissent et partent, qu'est-ce qu'elle va devenir, cette maman ou cette femme? C'est ça. Moi, voilà. Et le train peut-être sera déjà passé. Ouais. Mais j'ai toujours dit à mes enfants que un jour ou l'autre, je vais refaire ma vie. Et ça vous regarderait pas, parce que ça, c'est ma vie. Le jour où vous allez partir, ça va être vous allez partir, c'est normal. Moi, je vais pas vous retenir. Mais je vous mets dans la tête dès maintenant que j'ai besoin d'une vie, j'ai besoin de construire encore une vie, quoi, je veux dire. Malgré que j'ai rien dans la tête, hein, mais c'est de prévoir et c'est de prévenir les enfants par la suite en cas il y aura quelque chose, quoi. Moi, c'était comme ça. Moi, je fonctionnais comme ça. C'était genre, je donnais tout mon salaire. Je veux dire, j'ai fini ma relation au bout de 11 ans. J'avais rien, quoi. J'avais plus rien parce que c'était elle qui mettait de côté. On n'était pas mariés. Enfin, tu vois, il y avait aussi il y avait le côté aussi financier où tu te dis, tu finis 11 ans de vie salaire et en fait, t'as laissé gérer les autres et après, et elle-même, elle me le disait. Donc moi, psychologiquement, j'ai fini une relation en me disant, oui, effectivement, elle a peut-être raison, je ne pourrai jamais gérer mes enfants, je ne pourrai jamais élever mes enfants seul. Et me retrouver comme ça, à me dire, ouais, elle avait raison, finalement, je suis une grosse merde. Et bien en fait, tu réapprends à dire, bon, allez, je gère mon budget, je paye mes factures, etc. Et tu reprends aussi l'éducation de tes enfants. Va te brosser les dents, tu fais ceci, c'est là, ce que moi, je faisais pas. Moi, j'étais là que pour faire rire mes gosses. Et pour leur raconter des histoires la nuit.
le soir, tu vois. C'était juste ça, quoi. J'étais le papa gâteau. On pense qu'en restant avec le papa, ben, oui, on fait ça pour les enfants, ils seront mieux et tout ça. Puis non. Non, parce que ben, depuis que je suis séparée vraiment, ça va beaucoup mieux. Même lui, il fait beaucoup d'efforts. Il s'en occupe plus. Il va les voir à l'école. Il les prend le week-end. Il leur achète ce qu'elles ont envie, enfin, entre guillemets. Hein. Que quand on était ensemble, il ne faisait rien du tout. Voilà. J'aurais jamais eu les mêmes relations avec mes enfants s'il n'y avait pas eu ces événements-là. J'aurais été peut-être j'aurais été un père un peu négligent peut-être, tu vois. Ou c'était elle qui prenait tout, elle prenait tout en charge. Et aujourd'hui, je me dis, bah non, t'as repris tout et t'as repris aussi une relation privilégiée aussi, de privilège. C'est une relation de privilège. Moi, non plus, mon père, il n'était pas bavard, c'était pas un gros communicant. Ma mère non plus, bien qu'un peu plus. Mais ce que j'ai avec mes enfants aujourd'hui, je crois que je pourrais pas avoir mieux. De pouvoir avoir une parole franche et pas une parole de donneur de leçons, loin de là, quoi. Souvent, bon, moi mes phrases finissent toujours par « je t'aime » parce qu'à la maison on se le disait pas, mais je le dis avec mes enfants et c'est devenu presque, enfin je veux dire, ils le savent, hein, c'est rétablir un amour de chair. Puis maintenant que je suis seule, ben je me dis non, ça va, je m'en sors mieux maintenant que... En fait, l'éducation que moi j'ai eue, j'arrive à leur donner cette éducation-là. Vraiment, c'est grâce à ce qu'on vit, même si c'est malheureux, même si parfois c'est... Mais moi, ça m'a rendu la parole à mes gosses et ça, je trouve ça super. Ce qui est positif dans la monoparentalité, c'est toutes ces femmes qui ont réussi à se soustraire, je le disais, à une situation de violence au sein du couple, qui peuvent vivre dans un milieu qui est sécurisé sans l'agresseur avec leurs enfants, les femmes qui n'étaient pas victimes de violence mais qui n'étaient pas du tout épanouies dans cette relation et qui aussi peuvent trouver un épanouissement en dehors du couple. Et puis après, ce que je trouve aussi intéressant, c'est toutes les actions qui sont proposées, et notamment par les centres sociaux, pour les familles monoparentales, des ateliers, des groupes de parole, des cours de français, des cours d'informatique, du socio-culturel. Voilà, je crois qu'il y a quand même du positif dans le réseau des partenaires, et dans le 92, c'est assez dynamique, et je pense qu'il faut aussi qu'il y ait une belle reconnaissance de ce travail qui est offert aux habitants des quartiers, aux habitantes notamment, et qui sont aussi actrices, puisqu'elles prennent en charge aussi un certain nombre de projets. Donc je crois que voilà, la monoparentalité en soi, je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose d'extrêmement négatif quand on n'est pas seul, quand on a les moyens. Voilà. C'est la première chose que je me suis dit. Je me suis dit, faut pas que les gosses ils vivent le calvaire avec nous là. C'est la guerre entre elle et moi, mais il faut surtout pas que ça rentre dans la maison, quoi. Faut que ça sorte, quoi. Et en fait, c'est la parole qui a réussi à faire ça. C'est le fait d'entendre, et puis parfois aussi même le silence, c'est-à-dire le fait que moi, qu'ils ne m'entendent pas dire des choses sur leur mère, ça les a aidés eux. Ça les a aidés de se dire, bon, bah en tout cas, papa, il en parle pas, donc c'est pas ça le plus important. J'ai pris ma fille, j'ai parti de là-bas. Voilà, et puis après j'ai débrouillé avec les gens, je demande à droite à gauche, dépannez-moi. Après j'ai dit non, il faut que je sorte de berge, il faut que j'aille travailler, il faut que je cherche une chambre et tout. Je fais mon nécessaire, j'ai cherché quelqu'un qui garde ma fille. J'ai parti travailler, je fais 2 travails, 3 travails, 2 travails, 3 travails. Tout le temps. Jamais j'ai parti au chômage, jamais j'ai parti aux maladies, jamais je débrouille toute seule. Voilà. Bravo. Après, moi, je sais pas si la monoparentalité, c'est quelque chose de fatalement compliqué, ce que je disais tout à l'heure. Je pense que la pauvreté, c'est compliqué. Je pense que l'isolement social, géographique, c'est compliqué. Mais le fait d'être en situation de monoparentalité, pourquoi pas ? Est-ce que le couple, c'est un modèle qui doit rester dominant ? Est-ce que c'est le couple hétérosexuel ? Est-ce qu'on peut pas penser qu'une jeune fille peut s'épanouir toute seule en dehors de la présence d'un homme dans sa vie ? Est-ce qu'on est obligé d'être avec un homme ? Est-ce qu'on peut pas être avec une femme ? Est-ce qu'on peut pas rester seul ? On peut vivre une histoire d'amour, avoir des enfants, se séparer.
il y a des recompositions, des familles qui se recomposent. Enfin, je pense qu'on a la chance de vivre en France en 2019, 2020 bientôt. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est la question du choix. Quand il y a des réunions comme ça nous donne du courage. C'est-à-dire que le fait de partager les Voilà, difficultés... de partager, de comme ça, c'est vrai. Voilà, oui. Oui. Mais avant, quand on est tout seul et tout, c'est vraiment très, très difficile. Il y a la responsabilité que les parents peuvent avoir, mais il y a une responsabilité collective aussi. La société, elle a une responsabilité vis-à-vis des parents, vis-à-vis des enfants. Les autres adultes de l'école, du centre social, de la mairie, enfin des services sociaux aussi, ils ont une responsabilité en fait dans les situations. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait des situations de violence conjugale, qu'il n'y ait pas plus d'intervention politique, qu'il n'y ait pas plus d'intervention de la police, qu'il y ait des forces de l'ordre et ainsi de suite, c'est comme si on abandonnait ou comme si on laissait seuls les parents, les hommes ou les femmes qui sont confrontés à ces situations. Et là, c'est pas normal en fait qu'on soit pas plus présent ou pas plus attentif en fait aux situations. Depuis que on fait ces réunions-là, ou même que je viens au centre, moi, ça m'a beaucoup aidé à parler. Pas parler de ma vie privée, mais à me sortir de... Parce que je parlais pas, rien. Mais à rire, à recommencer à rire, à s'exprimer, à faire confiance, voilà. Oui, merci carrément. Et peut-être à aider les autres aussi. Quand, je pense pas que je les aide, mais peut-être moralement ou même en discutant et tout ça. Moi, ils m'ont beaucoup aidé et j'essaye de faire la même chose et je continuerai. Parce que c'est super. D'aider les gens, c'est super. On peut être heureux. On a eu du malheur, mais on peut être heureux aussi.